Salut internet, comment ils vont aujourd'hui les Doki Darks? Aujourd'hui on enfile nos gilets de sauvetage parce que vous l'avez vu, on part en mer. Bon, et sachez que je ne parlerai pas de deux naufrages emblématiques, celui du Batavia parce que j'en ai déjà parlé dans cette vidéo, et celui de l'Utile sur l'île Tromelin parce que Fabien et moi en avons fait une vidéo dédiée sur sa chaîne au mois de juin. Je vous mets les deux liens en description. C'est bon? Tout le monde sait nager? Pas de mal de mer? C'est parti. Et on commence par un galion espagnol, la Nuestra Señora de Atocha. Avec l'accent, c'est toujours plus classe, même s'il est dégueulasse. Un galion, c'est un énorme navire à voile, à plusieurs ponts, et qui servait généralement d'escorte à une flotte. En gros, il pouvait aussi transporter des marchandises ou des trésors, comme le Nuestra Señora de Atocha. Notre cher navire servait d'arrière-garde à la flotte des Indes au XVIIe siècle. La flotte des Indes, c'était l'ensemble des navires espagnols qui faisaient les allers-retours Amérique-Espagne en ramenant masse de trésors. En 1622, avec 82 soldats à son bord, il ramène vers l'Espagne 180 000 pesos, plus de 500 lingots de cuivre, plus de 1000 lingots d'argent, de l'or, des coffres remplis d'indigo, du tabac, des canons de bronze, de l'argenterie. Il y en avait pour une petite, pour une énorme fortune. Et à bord, on trouvait également plusieurs personnes très riches ou faisant partie de la haute société qui veulent rentrer en Espagne sur le bateau le plus sûr de la flotte. On est début septembre quand la flotte espagnole décide de décoller. Dites voir, par contre, début septembre, on serait pas en pleine saison des ouragans? Ah non, mais je demande juste, hein, ce serait juste con de se taper une grosse tempête quand même. La Nuestra Señora de Atocha est à l'arrière de la flotte avec quelques autres navires et elle est évidemment très lourde à cause de son trésor. Et puis, le vent se lève, la mer s'agite, ça sent pas bon. La tempête arrive sur eux sans moyen de fuir et jette le navire sur un récif de corail. Tiens, imaginez, jeter une tomate de toutes vos forces contre un mur, voilà, vous avez plus ou moins le résultat. La Nuestra Señora de Atocha coule à pic à quelques kilomètres à l'ouest de l'archipel des Keys au sud de la Floride. Et avec disparaît son immense trésor qui sera oublié pendant plus de 300 ans jusqu'à sa redécouverte par Mel Fisher et son équipe. Si ça vous intéresse de le voir, il est au Mel Fisher Maritime Museum avec d'autres bateaux comme la Santa Margarita qui a coulé en même temps que la Señora et qui, pareil, était rempli de trésors. Deuxième moitié du XVIIe, le royaume de France est en guerre contre la Grande Alliance de la Haye, qui comprend entre autres les Provinces-Unies, donc en gros les Hollandais, et le royaume d'Espagne. Et ils se battent pas qu'en Europe, hein, ils exportent les combats vers les Amériques. En mai 1678, à 3 mois des traités de paix de Nimègue qui mettront fin à la guerre, les Hollandais et les Français se tapent dessus dans les petites Antilles. Ils veulent tous avoir toutes les îles. Voilà, moi je veux le full set, hein, l'intégralité des cartes Yu-Gi-Oh! Eux, ils veulent le full set des Caraïbes. Jean II d'Estrée, grand capitaine de guerre de la marine de Louis XIV, décide de prendre 18 navires royaux et 12 corsaires pour s'emparer de l'île de Curaçao. Très très belle île d'ailleurs, hein. Je sais pas comment c'était à leur époque, mais moi j'aimerais bien aller me balader un petit peu à Curaçao. Bref, pour info, un corsaire à l'époque, c'était un bateau qui appartenait à un particulier, mais qui avait l'autorisation du roi, en temps de guerre, de prendre part au conflit. Amiral avec une grosse tête, Jean n'écoute ni son capitaine, ni son pilote habituel, qu'il remplace d'ailleurs par un pilote qui ne connaît pas du tout la région. Vraiment, il s'en fout de l'avis des marins qui connaissent cette mer et il continue son chemin avec un sens de l'orientation proche du néant. Et ça conduit la flotte à sa perte. Il est 21 h le 11 mai 1678 quand un premier navire se fracasse sur les récifs près des îles des Oiseaux. Il essaie de prévenir le reste de la flotte par des coups de canon et c'est déjà trop tard. Au total, 10 navires royaux et 3 corsaires sont perdus. Avec eux, 500 canons et 500 marins. J'aimerais bien vous dire que d'Estrée a subi des conséquences terribles pour son entêtement, mais pas vraiment, hein, car il a même été nommé vice-roi des Amériques 9 ans plus tard, puis gouverneur de Nantes et lieutenant général en Bretagne en 1701. Ça va, à la fin de carrière assez tranquille. Un bateau à aube, moi j'appelle ça un bateau à roues. Ce qui est pas faux en soi parce que le nom plus précis est justement un bateau à roues à aube. Et puis je sais pas vous, mais quand je pense à ce genre d'embarcation, je pense forcément aux États-Unis et à leurs fleuves gigantesques ou à Disneyland. Il y a un bateau à roues à Disneyland, ça me fait penser à Disneyland aussi. Ok, on est à la fin de la guerre de sécession, l'armée de l'Union a gagné, youpi. Les prisonniers enfermés dans les camps des Confédérés sont renvoyés chez eux vers le nord, le plus souvent par bateau. Le gouvernement promet 5 $ par soldat embarqué au capitaine de bateau. Il en fallait pas
plus pour que certains s'imaginent pouvoir choper un pactole, comme par exemple James Cass Mason, gérant du SS Sultana, un gros bateau de 80 mètres de long. Il peut transporter 376 personnes, en plus de ses 85 membres d'équipage, ce qui est déjà énorme, 376 personnes. Le 27 avril 1865, 13 jours après l'assassinat d'Abraham Lincoln, à 2 h du matin, une chaudière défectueuse explose, entraînant avec elle 2 autres sur les 3 restantes. Boum, boum, boum. Et il n'y avait pas 376 passagers à bord, mais quasiment 2300, plus que surchargé le machin. Quasiment 1200 personnes décèdent cette nuit-là, dont le capitaine Mason. Ce naufrage est considéré comme le pire accident maritime de l'histoire des États-Unis. Et aujourd'hui encore, on sait pas vraiment si c'est dû à un mauvais entretien, à la surcharge en elle-même, ou pourquoi pas à un sabotage. « 1761 au Québec. Bonsoir mes amis canadiens, on parle de chez vous. À cette date-là, le Royaume-Uni est grand maître à bord dans ce coin du monde et affrète un ancien bateau français, l'Auguste, afin d'envoyer en France pas mal de personnalités et autres personnages de la jet-set de l'époque. En mode, allez, on vous a eu, mais bon, vous êtes des nobles, donc on vous laisse retourner en France. C'est sympa. Le 27 septembre, le navire quitte Montréal avec 121 personnes à son bord. Retenez bien ce nombre, c'est très important. Dont Monsieur Luc Delacorne, qui nous raconte son aventure dans son journal de bord. Les premiers jours, ma foi, se passent sans embûches, et puis les choses se corsent. Je parle pas de l'île. Des tempêtes, un incendie, le navire est très mal au point, et le capitaine décide de se réfugier dans la baie d'Aspy, tout au nord de l'île du Cap-Breton. Malgré ses précautions, le navire s'échoue et seules 7 personnes survivent au naufrage. Le capitaine, Luc Delacorne, 2 domestiques et 3 soldats. 7 personnes, 121 au départ. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Les 7 traversent l'île, puis se séparent progressivement à plusieurs moments. Luc est le seul à continuer sa route jusqu'à Québec. On parle de plus de 1000 km à pied en plein hiver. C'est évidemment devenu une légende quand il y est parvenu. Quasiment 50 ans plus tôt que le naufrage précédent, alors que l'on se trouve en pleine guerre de succession d'Espagne, le désastre de Sorlingue fut un énorme choc pour la flotte anglaise. Bon, en gros, je vais pas vous faire la liste des participants de cette guerre parce que c'est vraiment un bordel monstre. Ce qu'il faut juste que vous sachiez, c'est que les Britanniques avaient envoyé une flotte pour soutenir le siège de Toulon en 1707, pendant que des alliés essayaient de prendre la ville par la terre. Bon, ça n'a pas marché. 21 bateaux commandés par l'amiral Chauvel retournent donc vers leur mère patrie après avoir fait une halte à Gibraltar au mois de septembre. Puis la traversée est très compliquée car la mer n'est pas calme du tout et les navires sont brinque-ballés dans tous les sens. Un mois plus tard, ça y est, on est bientôt à la maison. Un soir d'accalmie, l'amiral se repère aux étoiles et avance avec d'autres officiers. Ils sont à l'ouest de l'île d'Ouessant, en Bretagne. Bon bah, direction le nord-ouest alors. Oh là, vous entendez ces bruits? Ce serait pas le bruit que font 4 bateaux qui se brisent sur les rochers entourant les îles Sorlingue, qui se trouvent tout là-bas, très loin d'Ouessant? Non, vraiment, hein, on n'était clairement pas au large de Ouessant. Les 4 navires de la flotte, les HMS Association, Eagle, Romney et Firebrand, sombrent au fond des eaux britanniques et entre 1500 et 2000 marins sont perdus en mer, dont l'amiral lui-même. Énorme perte pour la flotte anglaise. Je connais assez peu l'histoire de la Suède finalement. Il va peut-être falloir que je me penche sur l'histoire bordélique des monarques suédois un jour. Bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais dites-moi éventuellement si ça peut vous intéresser en commentaire. Alors, je vous présente Gustave II Adolphe de Suède, dont le surnom était grave stylé, le Lion du Nord. Il a beaucoup fait pour le royaume de Suède, qui est devenu grâce à lui et à son génie militaire, une des plus grandes puissances européennes. Et puis Gustave, il a envie d'avoir une super flotte pour montrer la puissance de son pays. Il commande donc 5 gros navires, un peu comme certains commanderaient 5 grosses voitures. Le tout premier est le Vasa, le plus grand, le plus gros, le plus beau. Celui qu'on montre aux soirées entre copains pour être sûr qu'ils sachent qui c'est le patron. Commandé en 1625, sa construction prend 2-3 ans. Et puis arrive le jour fatidique, celui que tout le monde attend, surtout Gustave, le voyage inaugural, celui qui permettra de montrer au monde entier la nouvelle puissance de la Suède. Le plan est de partir de Stockholm, direction le port de Elfsnabben. Et c'est la boulette. Ils ont fait même pas 2 km que le machin chavire et coule, emportant avec lui 50 personnes. Ah bah elle est belle hein, la grandeur de la Suède, Gustave. Bravo, la mer était calme, le vent doux, 2 km du port. J'ose même pas imaginer un tel navire en pleine tempête. Alors ils ont bien tenté hein, de récupérer des canons, de remonter le bateau à la surface, rien n'y fait. Il faudra attendre 333 ans pour que le Vasa refasse surface. Et maintenant, vous pouvez le voir au musée Vasa de Stockholm. Les
frégates sont de petits navires de guerre assez rapides et facilement maniables qui sont apparus vers le XVIe siècle. Et l'histoire autour de la frégate dont on va parler me fascine, elle s'appelle la Méduse. Et oui, c'est bien elle qui a inspiré le peintre français Géricault pour son œuvre Le radeau de la Méduse. Le 17 juin 1816, la Méduse part vers le Sénégal avec l'Écho, l'Argus et la Loire. Mais comment dire, le capitaine de la Méduse, il a un melon, mais un melon, il n'écoute pas du tout ses officiers et fait confiance à un passager lambda, Richefort, qui dit connaître très bien la route. Eh frérot, si on t'a donné des officiers, c'est pas pour faire joli, hein. Ils sont justement formés pour éviter ce qui va t'arriver après. Notre capitaine, de son petit nom Hugues Duroy de Chaumareys, sème les copains de la mini-flotte et se retrouve tout seul avec ses 403 passagers et équipages ici, dans le golfe d'Arguin, en bordure de l'actuelle Mauritanie. Le truc avec le golfe d'Arguin, c'est qu'il est surtout connu pour son banc de sable, le banc d'Arguin. Et l'autre débile là, il écoute personne et ce qui devait arriver arriva, échouage. Bon, au début, le bateau reste au sec, ça va plus ou moins. Les passagers construisent alors un radeau pour sauver le matériel, mais c'est sans compter la mer qui s'agite 2 jours plus tard et la Méduse se brise dans la nuit. Le radeau devient alors une embarcation de fortune pour environ 150 personnes. Le reste embarque sur les 6 chaloupes qui sont censées remorquer le radeau le long de la côte. Bon, il y a aussi 17 personnes qui restent sur les restes de l'épave, pourquoi pas. Et puis à partir de là, c'est le chaos. Le radeau est trop lourd, les cordes lâchent, certaines chaloupes débarquent à terre, leurs occupants errants dans le désert sont secourus quelques jours plus tard. D'autres chaloupes arrivent 4 jours plus tard à Saint-Louis, au Sénégal, où ils sont sauvés. Et puis, environ 2 semaines plus tard, après des mutineries, des noyades, du cannibalisme, seuls 13 rescapés sont sauvés du radeau, dont 5 qui décèdent avant d'atteindre Saint-Louis. 2 mois plus tard, 3 rescapés sont aussi retrouvés sur l'épave. Vraiment, cette histoire est complètement folle. Ce qu'il a dû se passer sur ce radeau... D'ailleurs, il y a une réplique grandeur nature au musée de la Marine à Rochefort. Pour l'avoir vu de mes yeux, j'ai du mal à m'imaginer comment 150 personnes ont pu s'entasser là-dessus. Vous comprendrez, je pense, pourquoi j'ai voulu finir par ce naufrage complètement dingue. N'empêche, on est quand même bien mieux sur la terre ferme, hein, finalement, vous trouvez pas? Bon, de toute façon, je suis mieux sur la terre ferme, ça c'est sûr, parce qu'avec mon mal des transports, le bateau, c'est pas spécialement une partie de plaisir, je vous avoue. Alors, vous avez remarqué, je n'ai cité aucun naufrage de l'époque moderne. J'ai pas non plus parlé de tous les naufrages que j'aurais aimé vous faire découvrir ou redécouvrir, comme le Leusden par exemple, qui me tient particulièrement à cœur. Il a une histoire passionnante, il y a des centaines et des centaines de personnes qui ont perdu la vie à 20-30 km à peine de mon lieu de naissance en Guyane. Mais raison de plus pour en faire une seconde vidéo, un de ces 4, non? Allez, je compte sur vous pour cliquer sur le bouton s'abonner, pour liker, pour commenter. Vous le savez, ça aide la chaîne à grandir. Je vois bien, vous êtes au rendez-vous dernièrement et sachez que ça nous touche énormément. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut Internet.